Bonjour tout le monde, bienvenue comme tous les lundis dans Mêlée ouverte, votre nouvelle émission rugby sur la chaîne YouTube d'RMC Sport. Évidemment, il nous manque notre Antoine Dupont cette semaine, Florian Marlière qui est absent mais qui reviendra pour les matchs importants de cette fin de tournoi dès lundi prochain. Aujourd'hui un casting de champions olympiques autour de ces canapés évidemment, avec Stéphane Parezedo, champion olympique à Paris 2024. Salut Stéphane, comment ça va ? Salut Cyprien, ça va au top ? Ouais. Bon, je vais te présenter d'autres champions olympiques, notamment celui des analyses et de la mauvaise foi également. Julien Landry, comment ça va ? Salut à tous, ça va très bien. Et enfin le champion olympique, le champion olympique du tonus et du charisme, Arthur Jean. Salut Arthur. Quelle introduction, salut, tu vas bien ? Ouais, écoute, on se connaît pas bien, donc j'ai préféré me méfier, surtout quand j'ai vu ta taille. J'aurais pu dire l'apéro, sinon c'était parfait, hein, ça marchait aussi. J'ai changé le texte. Évidemment, dans cette émission, on se projettera sur Écosse-France, on fera des jeux et on va parler du rugby à 7. Et tout ça pendant 1 heure sur la chaîne donc YouTube d'RMC Sport dans Mêlée ouverte. Stéphane Parezedo, on va commencer avec toi. On t'a quitté il y a quelques semaines avec une blessure. Tout d'abord, comment ça va ? Est-ce que l'opération s'est bien passée ? Est-ce que tu prépares déjà ton retour et ta reprise ? Eh bien, déjà, merci de prendre des nouvelles. Non, ça s'est très bien passé. Du coup, je me suis fait opérer d'une rupture du tendon du grand pectoral qui m'est arrivé durant le tournoi de Singapour. Ça fait maintenant presque 3 semaines que je me suis fait opérer ici à Paris. Et voilà, écoute, ça se passe plutôt bien. L'idée, c'est essayer de revenir pour les 2 derniers tournois du championnat, donc Valladolid en fin mai et Bordeaux début juin, qui risque d'être une étape très très importante pour la course au titre de champion du monde. Ouais, évidemment, vous êtes actuellement 4e au classement. Le Singapour, c'est le meilleur résultat d'ailleurs de l'équipe de France avec une 2e place, 2 4e places également et un dernier tournoi un peu plus compliqué. Cette nouvelle génération post-Paris 2024, comment tu la sens ? Elle est plus jeune, évidemment. Il y a eu pas mal de turnover. Malgré tout, il y a encore du talent, hein. Ouais, c'est clair. Franchement, les jeunes, ils sont bourrés de talent. Ils ont les dents qui rayent le parquet. Et non, c'est hyper chouette parce qu'ils sont là, ils ont soif d'apprendre et ils prennent du plaisir sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment un kiff de pouvoir jouer avec des jeunes joueurs comme ça. Et on a une marge de progression qui est hyper intéressante. Donc on essaie de bosser là-dessus, essayer de progresser et de grandir. Et voilà, il y a déjà un week-end. Ce week-end, ils jouent à Vancouver. Donc on va regarder ça de près. Julien, on est d'accord qu'il y a vraiment un nouveau regard depuis Paris 2024 sur le rugby à 7. Même chez nous, journalistes, on est plus attentif aux résultats et aux performances, surtout quand on voit des joueurs passer du 7 à 15. Julien, là-dessus, on est vigilant. Il y a déjà, alors après, j'ai cru comprendre qu'il allait avoir une réforme pour les clubs de top 14, mais le fait que les clubs top 14 déjà envoient des équipes sur les événements à 7, ça te pousse à intéresser. Il y a des joueurs qui sont intéressés. Pour le coup, à Montpellier, je sais qu'Auguste Cadeau fait partie des listes des joueurs suivis par le 7, mais oui, c'est vrai que les Jeux Olympiques ont changé un peu le regard qu'on pouvait avoir sur ce sport qui restait ce divertissement ça ressemblait plus à un divertissement parfois de ce qu'on pouvait voir, mais c'est vrai que les Jeux Olympiques ont fait changer le regard et tout le monde y prête une attention aujourd'hui plus intéressante, et même les clubs de top 14 ils voient un intérêt pour le développement de certains joueurs, donc je pense que tout le monde y est gagnant pour le moment. Quand tu vois en plus les joueurs qui sont champions olympiques à 7 et qui sont actuellement à 15 et qui réussissent, je pense à Jefferson Lee Joseph qui est très très bon avec Perpignan en ce moment, Aaron Grandidier dont la réussite est plus à démontrer, qui faisait les retours à Marcoussis, preuve supplémentaire que c'est aussi un apport pour ces joueurs-là et pour les clubs de top 14 qui du coup je pense sont beaucoup plus enclins aussi à laisser leurs joueurs faire les allers-retours et à venir visiter Marcoussis et revenir un peu plus souvent dans leur club, quoi. Et même pas forcément champion olympique, on pense à Grégoire Arfeuil qui a fait pas mal d'étapes de 7 et notamment les Palois qui sont reconnus, Julien, pour leur jeu aérien. Ça vient notamment du 7 où j'ai l'impression que les ballons hauts, on a complètement changé la façon d'attraper les ballons hauts avec le 7, où maintenant on va chercher le ballon en tendant les bras, alors que quand on était petit à l'école de rugby on disait qu'il fallait faire une sorte de panière pour bien réceptionner le ballon. Là-dessus, Stéphane, tu vois que le rugby à 7, ça te fait plaisir qu'il rentre un peu dans le 15 également avec la technique ?
Ouais, bien sûr. Quand on voit, depuis des années, ça fait maintenant 13 ans que je suis dans l'équipe de France de rugby à 7. Je vois très bien qu'il y a des nations comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, même l'Afrique du Sud se sert un peu du rugby à 7 comme laboratoire. La Fédération française de rugby a fait un peu ce pas-là et ce pari-là sur certaines choses. Forcément, le rugby à 7, c'est quelque chose où tous les gestes doivent être tous les gestes techniques sont très millimétrés. Chaque erreur, tu le payes cash. Et en fait, on est à la recherche constante de la limite déjà aussi de l'arbitrage. On travaille beaucoup avec l'arbitrage, mais on essaye toujours de faire évoluer notre jeu et de tendre vers la perfection pour être meilleur que l'adversaire et justement avoir cette petite seconde d'avance, quoi. Ouais, exactement, cette seconde d'avance, ce centimètre de plus et effectivement c'est quand même hyper gratifiant de voir que au plus haut niveau de rugby à 15, on essaie de rattraper les ballons hauts, même les chandelles qui vont quand même plus hautes que nos coups d'envoi. Mais voilà, et ça va chercher avec le ballon à deux mains, au-dessus de la tête, le genou en avant, et ça c'est quelque chose qui, même si la balle n'est pas captée, elle est quand même, elle vient quand même dans le bon sens et dans le côté de celui qui fait l'effort de sauter comme ça, quoi. Bon, évidemment, l'objectif c'est Los Angeles 2028, rester champion olympique. Est-ce que ça y est, vous avez déjà créé un groupe WhatsApp avec Antoine Dupont pour le convaincre de vous rejoindre une nouvelle fois pour l'aventure? Je crois qu'on n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il faut qu'on arrive à être à lui envoyer des signaux forts par rapport à nos performances. Je pense que si il sent qu'il y a une médaille à aller chercher, il viendra si possible. Mais bon, après, il est libre de choisir. Mais ouais, je pense qu'il n'a pas fermé la porte au rugby à 7. Non. Il reste proche des joueurs, il vous envoie des petits messages, il prend des nouvelles un peu de temps en temps. C'est quand même un acteur de la communication du rugby à 7. Il est quand même très bon là-dessus. Et voilà, il n'a pas fait que passer. C'est que quand on lui questionne à ce sujet, il est quand même très très cool là-dessus et il nous renvoie un peu l'appareil. Donc franchement là-dessus, on pourra toujours le remercier. Et par rapport à 2028, justement, cet objectif-là que vous êtes fixé, toi, dans le post-Paris 2024, pour rebondir et pour se dire, on a 4 ans pour aller chercher quelque chose, c'est quoi ton objectif, ce qui fait te lever tous les jours, te faire aller à l'entraînement, c'est de se dire, ok, on va un peu la communication classique de dire, on va prendre les tournois les uns après les autres, progresser, ou on se dit déjà, après avoir gagné le titre de champion olympique, les gars, on va aller en chercher un deuxième. C'est quoi l'idée? C'est quoi qui te motive? L'idée, ouais, clairement, c'est une fois que tu as connu ça, en fait, tu te dis j'ai pas envie de me lever le matin juste pour performer. En fait, l'objectif, il est clair. C'est pas d'aller aux Jeux Olympiques, c'est d'y aller pour gagner. Ouais. Et à partir de là, soit tu te mens au quotidien et tu vas un peu pump it up, tu vas juste t'entraîner et tu prends du bon temps. Soit tu te dis, ok, il va falloir qu'on construise l'équipe, on va commencer à rencontrer des problèmes, il va falloir y remédier, il va falloir qu'on prenne du recul et qu'on progresse à chaque sortie. Et c'est un peu ce qu'on fait. Et aujourd'hui, il y a ceux qui ont vécu Paris 2024 et ceux qui ne l'ont pas vécu. Et aujourd'hui, il y a la majorité de l'équipe qui ne l'a pas vécu. Et je pense que le fait d'avoir vécu Paris 2024, tu te rends compte de tout ça. Sauf que quand tu l'as pas vécu, justement, tu t'en rends moins compte. Et je pense que les jeunes joueurs, déjà, ils ont passé une première année où ils étaient très contents de faire des tournois, de faire le championnat de Seven Series. Et voilà, maintenant, on essaie de les amener justement plus loin, en fait. À construire leur performance pour que demain, ils se contentent pas d'être sélectionnés pour faire les Jeux Olympiques de Los Angeles, mais d'y aller avec des convictions fortes et de rapporter une médaille d'or. Et comment t'avais vécu, toi, le fait que Antoine Dupont avait débarqué sur la dernière année avant les JO, donc prenant peut-être la place de quelqu'un qui avait travaillé sur un plus long parcours en amont des Jeux Olympiques. Là, peut-être que ça va le refaire. Il faut forcément faire plusieurs tournois avec vous, aller une année quasiment complète du circuit mondial pour que vous ayez des repères, pour que vous retrouviez. À quel moment tu as compris que la mayonnaise allait prendre du coup au niveau de Paris 2024 avec des joueurs que t'avais avec Antoine Dupont, ça faisait quelques mois que tu jouais avec. Est-ce qu'il y a eu un moment déclic, un match déclic peut-être où tu t'es dit là on peut aller chercher la médaille?
Je pense que ça faisait un moment déjà qu'on commençait à performer, à vraiment monter en puissance. Donc on sentait qu'on n'était pas loin, on faisait de plus en plus de finales, des demi-finales. Enfin, on était vraiment, à chaque fois on ressortait, on était très frustrés, il manquait un petit truc. Et en fait, c'est vrai que du coup, quand Antoine est arrivé, tu te dis, bon, c'est cool, là il va y avoir un plus. Donc déjà on a commencé à se poser la question où est-ce qu'il allait jouer, etc. Donc on l'a essayé à plusieurs postes et bon, après il a atterri au niveau de demi-mêlée et en fait sur les premiers tournois on a tout de suite vu que il avait des compétences qui allaient nous apporter énormément et voilà. Après on était tous conscients qu'il allait arriver. Ça a été fait quand même par de la communication un peu en amont. Et puis après, on a essayé de suivre un peu les discussions qu'il y avait entre le stade toulousain et la fédération. Et voilà, donc ça s'est très bien fait. On reste une équipe de France. On est une sélection, malgré le fait qu'on est un groupe assez restreint sur une sélection. On reste une sélection si... À la fin du cycle, en fait, l'objectif de tout le monde, c'était que l'équipe de France soit performante aux Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est malheureux, mais voilà, il y avait que 14 places à prendre et du coup il en a pris une, comme moi j'en ai pris une, comme Aaron en a pris une. Tu vois, c'est de la concurrence, c'est comme ça, et il y en a toujours qui restent sur le carreau. Tu vois, Esteban Capilla, il aurait mérité aussi de faire partie de l'aventure. Il a fait partie de l'aventure, mais il n'a pas fait ça s'est arrêté juste avant pour lui. C'est juste arrêté avec une blessure. Je pense aussi à Jonathan Logel. Enfin voilà, il y a énormément de personnes qui auraient mérité, mais c'est la loi du sport et la concurrence fait qu'il faut faire un choix à un moment donné, quoi. Justement, je vais vous proposer un petit jeu, messieurs. On a fait une liste de 10 joueurs actuellement à 15 et vous allez pouvoir en choisir 3 chacun, évidemment pas les mêmes, pour les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles. Alors il y a du Louis Biel-Biarré, du Damien Penaud, du Oscar Gégou, Lenny Nouchi, Théo Atisogbe, Calvin Gourg, Peatomo Vaca, Théo Ntamak, Romain Ntamak et Gaël Dréan. On va faire, chacun va faire un nom et puis on va voir un peu qui vous prenez. Stéphane, honneur à toi, qui tu choisis dans ton rugby à 7 là? Moi je prends LBB direct. Tout de suite. Ah ouais. Ça c'est éliminé. C'est un peu le même profil que Moneta. Derrière Arthur, du coup. Argentin, ouais. Moi j'irais plus sur Calvin Gourg. Il a quand même ce mélange, cette polyvalence qui fait que voilà, c'est un joueur très puissant, très rapide, qui a aussi un bon pied qui peut servir aussi sur les coups de pied de renvoi. Il est quand même très complet et je pense qu'un profil comme ça à 7, il y a très peu de chances qu'il se rate. Après évidemment, ce dont parlait Stéphane sur le côté progresser dans les petits gestes techniques, les phases de contest, etc. C'est toutes ces choses-là à prendre en compte et à apprendre, mais je le verrais bien 7, ouais. Bon, Julien, t'as vu comment ils sont cool les copains? Ils t'ont laissé les Ninouchi. Non, mais je prendrais d'abord Gaël Dréan. Dans les joueurs au super pouvoir à 7, autant LBB, alors il va très 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 vite, mais Gaël Dréan va très 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 vite, un petit peu moins vite. Non, mais on le voit avec Toulon, capable de faire des coups d'éclat. On l'a déjà vu traverser le terrain sur des peu de ballons, ce qui se fait souvent à 7. Et je pense que Gaël Dréan se régalerait à 7 également. Du coup, je te laisse repartir, Julien, pour un deuxième nom. Non, mais je vais pas prendre Linouchi parce qu'après on va Allez, vas-y. Non, je prendrais bien Oscar Gégou par contre. Dans ses profils, on sait qu'il peut jouer centre, il a des bonnes mains, il est physique, il est puissant. Je pense qu'il pourrait faire des ravages à 7, Oscar Gégou. Arthur, un deuxième nom? En fait, pour l'originalité et le côté magique, imprévisible, j'ai envie de dire Peatomo Vaca. J'ai envie de dire Movaca. C'était le mien celui-là. Pardon, je te l'ai volé. Il en reste quelques-uns. Vas-y. Pas dans ce profil-là, mais Peatomo Vaca, c'est quand même un joueur qui est hyper mobile pour son poste, qui a aussi cet amour du jeu, cette capacité à être assez imprévisible, cet amour des offloads aussi. Je pense qu'en qualité de rugby à 7, ça pourrait être quand même vachement intéressant aussi. Ouais, c'est clair. C'est bon, tu l'embauches? Un profil un peu plus puissant. Arthur, dans le staff là? Ouais, non. En tant que joueur. Moi, ça me plaît. Juste dans le staff, ce serait. Du coup, tu choisis qui en deuxième joueur, Stéphane? J'hésite entre les deux Théo.
Théo Ntamak ou Théo Atisogbe. Ouais. Pas le même registre, hein. Non, pas le même registre. Mais justement, tu sais quoi, je vais mouiller un peu. Je veux dire, Théo Ntamak, je pense que ouais, ça peut être un joueur hyper complet avec de la vitesse. Il peut avoir une bonne endurance parce qu'en troisième ligne, il faut quand même cavaler et il peut être très bon, apporter du physique et techniquement, il a tout ce qu'il faut. Donc non, franchement, Théo, ça peut être vraiment chouette. Bon, et du coup, un dernier nom pour toi et après on finit avec Arthur et Julien. Du coup, tu prends l'autre Théo ? Bah, je vais prendre l'autre Théo, il a déjà fait du 7 en plus, donc ouais, c'est une valeur sûre. C'est pas mal tes trois joueurs, Louis Bielbiarré, Théo Atisogbe et Théo Ntamak, solide. Arthur, du coup, toi, pour compléter ton équipe actuellement, tu as, si je me trompe pas, Calvin Gourg et Peato Movaca. Pour que ça soit complémentaire, et même s'il a quelques problèmes défensifs en ce moment, on l'a vu encore dimanche soir. Allez, Damien Penaud, parce que moi j'avais pas de flèche encore, vu que vous les aviez tôt de prise. Du coup, je prends Damien parce que l'air de rien, c'est quand même un joueur qui, on parlait du côté imprévisible, il faut pas que ça non plus, mais qui est capable de sprinter sur 50 mètres, puis d'aller marquer tout seul en résistant à 2-3 plaquages aussi. Donc, à l'ancienne, je pense, avant le Paris 2024, c'est l'un des joueurs dont on parlait aussi pour intégrer l'équipe de France de rugby à 7. Je ne sais pas s'il y a eu véritablement des contacts ou pas, mais en tout cas, il a pour le coup, je trouve ce profil-là aussi qui correspondrait parfaitement pour avoir un petit trio assez complémentaire. Bon, et enfin, pour compléter l'équipe de Julien, Oscar Gégou et tu avais Gaël Dréan, tu prends Lenny Nouchi ou Romain Ntamak ? Ouais, vous me le laissez, alors je prends Lenny Nouchi, évidemment. J'aurais une équipe un peu dense. J'aurais une équipe un peu dense et musclée, mais... à ton image. mais pour le coup, Lenny est capable de traverser le terrain aussi. Alors ça va évidemment manquer de vitesse, mais en termes de puissance et de tâches et de répétition de tâches, d'efforts qui en demandent beaucoup à 7, et Gégou et Nouchi sont capables de multiplier les tâches à tous les coins du terrain. Donc j'aurais Gégou, Nouchi et Dréan. Voilà. Bon, et là on avait mis 10 noms. Est-ce que Julien, là, comme ça, de tête, t'as un autre nom qui te serait venu instinctivement peut-être pour le rugby à 7 ? Qui joue en France là ? Ouais, évidemment, en français, ouais. Là, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense qu'Auguste Cadeau, le Montpellierin, je crois qu'il a déjà joué, il a déjà fait un peu quelques rassemblements avec France 7. Il a des vraies qualités d'appui, des vraies qualités de vitesse et de tonicité. Je pense que il ferait un bon joueur à 7, Auguste Cadeau. Ou Maël Moustin, pour le coup, à Montpellier. On a deux joueurs avec des profils qui seraient des très bons settistes. Et qui ont d'ailleurs participé à la dernière, au final de l'Enextenso Super 7. D'accord avec Julien, Auguste Cadeau, Maël Moustin, bon client, tu penses ? Ouais, franchement, c'est des bons profils. Je pense que ça peut faire des dégâts quand même à 7. Et est-ce que tu as un nom, toi, qui te vient là, tu te dis, je regarde un peu le top 14, putain, lui, j'aimerais bien qu'on le récupère, ce serait pas mal. Bon, à l'époque, j'avais tanné Gaël Ficou pour qu'il vienne, mais il voulait pas, ce flemmard. Il voulait pas se mouiller. Non, je t'avoue que il y en a pas mal, hein, quand même, il y en a un paquet, mais... Là, Ngandebe, je pense que il a déjà fait ses preuves un peu, mais pareil. Ça va vite là aussi. Hein. Là, ça va très vite. Ça va très vite. Ça connaît un peu le rugby au 7 aussi, donc ça peut très vite faire des dégâts. Bon, et toi, Arthur, est-ce que tu as un nom comme ça hors de la liste qui te vient ? J'ai eu le temps de réfléchir, c'est bien quand vous étiez en train de parler. Ange Capozzo, qui aurait, je pense, un bon profil, parce qu'on parlait de rapidité, là aussi, il n'est pas en reste, avec cette capacité à éliminer. Il n'a pas écouté les règles, on a dit un Français, quoi. Il n'a pas écouté les règles. J'ai compris, championnat de France. Il n'a pas écouté les règles. Ouais, en fait, je vous écoutais parler, je réfléchissais, puis voilà. C'est ça, il n'arrive pas encore à tout... Tu vois, c'est le Julien mauvaise foi, là, le champion olympique. Non, mais Capoto, en effet, côté italien, ça aurait été un super joueur, en effet. Deuxième jeu, messieurs, cette fois, on va faire un petit jeu au niveau de la compo à trous, évidemment. On a fait ça avec Adrien, qui a préparé ça de façon parfaite. On va remonter à la plus lourde défaite du 15 de France contre l'Écosse. C'était le tournoi 2016, défaite 29-18. Il nous manque un arrière, un ailier, un centre, un demi d'ouverture, un 8-6-4-1 pour la technique. Et on va commencer à l'arrière. Est-ce que vous avez des propositions, messieurs ? Médard ? Pas Médard. Spedding ? Scott Spedding. Ah ouais. Bien joué. Très dur à trouver celui-là, mais très bien. Scott Spedding. Je crois que j'ai le maillot en tête avec les trois couleurs différentes. Là. Ouais. On va voir. C'est ça. L'ailier, est-ce que vous l'avez, Julien ? L'ailier qui peut, à cette époque-là, jouer ?
Alors, pour vous aider, c'est un ailier qui peut jouer un autre poste, mais il a marqué les esprits avec un essai mémorable positionné à l'aile. Un Clermontois. Un Clermontois. Wesley Fofana, du coup. Exactement. Wesley Fofana qui jouait ailier ce match-là avec Ficou en 13 et qui en 12 du coup. Qui a pris la place de Fofana en 12? Danzig? Non. T'as dit qui? Danti. Ouais. Celui que t'appelais Fatou, toi, au PUC. Ouais, voilà. Exactement. Le petit surnom de Danti au Paris Université Club, là où t'as été formé. Alors, c'est un joueur, alors je vais vous donner un indice, c'est un joueur qui est maintenant devenu une sorte un peu d'influenceur. Oh non, je fais au jour le jour. Mermoz. Mermoz. Maxime Mermoz. J'aurais dit la mort. Exactement. Mermoz. Le demi d'ouverture, du coup, de ce match-là, est-ce que vous l'avez, messieurs? C'est un joueur qui a marqué son temps quand même au poste de demi d'ouverture. Lopez? Maxime Lopez? Non. Julien l'a bien connu. François Trinduc? Exactement. Bien joué. François Trinduc. Bien joué. Exactement. 8 et 6. Dans l'ordre plutôt 8 d'abord. Est-ce que vous avez une idée? Un numéro 8. J'aurais dit Picamol. Ouais. Et pas Picamol. Non. Pas Picamol. L'autre 8 un peu emblématique de cette période-là. Chouli. Exactement. Oh. Damien Chouli. Ouais, elle était pas évidente celle-là. Celle-là n'est pas évidente. Damien Chouli. Et qui complète la troisième ligne entre Loré Chouli et Oh mince. Camara? Yacouba Camara. Oh. Il est très solide le Arthur Jean. Bah, je vous laisse finir, je regarde maintenant. Tu les as les deux derniers? Tu Non, penses? franchement, non. Et j'ai dit ça au hasard, à peu près de cette génération-là, mais. Alors, il nous manque un deuxième ligne et un pilier, messieurs. Un deuxième ligne, 4, plutôt longiligne. Maïna? Non, plutôt reconnu pour son travail en touche. Gabriag, non? Il a fait... non, pas Paul Gabriag. Il a fait... Mais il a joué dans le même club que Paul Gabriag. Flancard? Exactement, Alexandre Flancard. Non, celui-là, il n'était pas facile. Et enfin, ça c'est plutôt évident sur la période. Slimani, Guirado et... Antonio? Non. Un nom de légumes? Un nom de légumes. Un nom de gallois? Allez mec, je vous aide, allez-y. Un nom de gallois. Poirot, Jefferson Poirot, exactement. C'était le 15 type de Écosse-France 29-18, la plus lourde défaite du 15 de France contre l'Écosse. Justement, ça nous permet de partir sur le match contre l'Écosse, messieurs. Match samedi 15h10, évidemment, à vivre sur RMC, avec Wilfried Templier, avec évidemment Denis Charvet et Christophe Cessieux. Messieurs, la première question, est-ce qu'il faut vraiment se méfier de l'Écosse ou en fait on dit depuis le début du tournoi qu'il faut se méfier, mais en fait on est largement au-dessus quoi qu'il arrive. On va commencer par Julien. Il faut se méfier de l'Écosse. Heureusement. Je sais pas. On a dit qu'il fallait se méfier de l'Italie. Non, mais oui, il faut se méfier de l'Écosse. Les provinces écossaises ont tapé Toulouse et Toulon déjà pendant la Glasgow, Toulouse. Et du coup, ça reste quand même et Glasgow et Édimbourg le vivier de cette équipe d'Écosse. Donc, je pense que déjà en termes de club, ils sont en mesure de rivaliser avec les clubs français. Donc, il faut s'en méfier. C'est typiquement, je pense, le pire adversaire de l'histoire depuis que Fabien Galtier est sélectionneur. C'est 5 victoires et 4 défaites. Ouais, c'est une équipe qu'il a du mal à battre. Et puis, après, en termes de talent pur, je trouve que derrière, ils ont des vrais talents. Van der Meer, Hugh Jones, sans parler de Finn Russell, évidemment. Quand on fait le fameux jeu, je pense qu'il y a pas mal d'Écossais qui pourraient prétendre à une place dans les 23, voire dans les 15 Français aujourd'hui. Un match à Murrayfield, où, n'oublions pas, les Écossais, s'ils gagnent, ils sont toujours en lice pour gagner le tournoi. Ce qu'ils n'ont jamais fait de leur histoire du tournoi à destination. Je pense que tous les ingrédients sont réunis pour qu'on se méfie de cette équipe d'Écosse. Arthur, cette équipe d'Écosse, elle a fait un tournoi un peu bizarre. C'est-à-dire qu'elle perd à Rome lors du match d'ouverture avec des conditions évidemment météo, énormément de pluie, une mêlée italienne très forte. Elle
on va dire, on va pas se mentir, roule un peu sur l'Angleterre lors du deuxième match, et elle galère contre les Gallois lors du troisième. Elle est difficile à lire, néanmoins, cette équipe écossaise, non ? Ouais, clairement, on ne sait pas trop la situer. Je dirais un peu comme l'Angleterre, on les attendait peut-être à un niveau un peu plus important, un peu plus intéressant depuis le début du tournoi. Il y a eu effectivement, après l'Italie pour le premier match, les conditions n'ont pas aidé, c'est sûr, à développer leur jeu, parce que c'est une équipe qui a une très très bonne ligne de trois quarts, Julien en parlait. Il y a peut-être l'une, voire la meilleure paire de centres au monde, avec Tupulotu et Hugh Jones. Voilà, ça n'a pas permis. La température et puis les conditions n'ont pas permis à l'Écosse de développer son jeu. Après, elle n'a pas su s'adapter non plus. Elle n'a pas su s'adapter non plus, tout à fait. Et c'est là où elle peut encore progresser. C'est là peut-être où nous, les Bleus, on aura l'occasion de faire quelque chose. C'est sur son pack qui se densifie année après année, mais qui n'est peut-être pas encore au niveau pour rivaliser avec les packs d'autres nations. On a testé ce match contre l'Italie où la mêlée italienne roule sur tout le monde, mais elle s'est pas mal occupée de la mêlée écossaise. Donc ouais, difficile à lire, je trouve, cette dissonance entre son pack et sa ligne de trois quarts. On ne sait pas trop la situer. Stéphane, quand tu regardes les matchs du tournoi Destination, tu te dis, en vrai, ok, il faut faire attention, c'est un déplacement à Murrayfield, mais est-ce que tu trouves que le 15 de France dégage un sentiment de toute puissance dans ce tournoi où pas grand-chose peut nous arriver ? Franchement, après le match contre l'Italie, où on a eu du mal un peu à construire notre jeu, à essayer. Enfin, il y a eu énormément de fautes de main aussi. Les Italiens ont réussi à sortir une grosse défense et qui ont réussi à nous contrer nos attaques. Je trouvais que même avec un match pas parfait, on leur met quand même 30 pions. Ouais. Tu vois, et c'est vrai que les Italiens, ils étaient quand même bien embarqués, ils étaient dans leur tournoi, et c'était vraiment une grosse épreuve, un gros challenge pour l'équipe de France. Et malgré un match qui n'a pas été très très bien rodé, il y a quand même un écart au score qui est quand même hyper important. Alors après, comme tu dis, l'Écosse, elle est dure à lire, tout va se jouer sur un match finalement, et l'Écosse peut sortir un match formidable en plus chez eux, et ça peut être un très mauvais temps pour l'équipe de France. Donc il faut redoubler de vigilance, et je pense que c'est peut-être le dernier match le plus important du tournoi pour l'équipe de France. Sachant que, pour qu'on ait bien ça en tête, la France, si elle gagne contre l'Écosse, gagnera le tournoi des Nations, quoi qu'il arrive. Elle sera encore en lice sans bonus, même sans bonus. On est à 15 points on est à 15 points, ils sont à 11 points, c'est-à-dire qu'on passerait donc à 19 points, et donc du coup personne ne pourrait nous rattraper sur la dernière journée, il me semble. Avec 9 points pour l'Irlande, si je me trompe pas. Donc du coup ça pourrait être ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un match hyper important. Julien, comment il faut les jouer, ces Écossais ? Est-ce qu'il faut les jouer comme on a joué l'Irlande, comme on a joué le Pays de Galles, avec peut-être beaucoup de déplacements, cette charnière à 3, ou est-ce qu'il faut peut-être les jouer un peu plus devant pour les resserrer et un peu, on va dire, leur casser la gueule dans l'axe, quoi ? Je pense que les Écossais vont nous proposer ce qu'ont fait les Italiens avec plus de qualité. C'est-à-dire que les Écossais vont avoir de la possession, ils vont venir nous casser la bouche au milieu du terrain. Pour moi, c'est le premier gros test pour Mathieu Jalibert ce week-end, parce que les Écossais vont venir cibler sa zone défensive. Donc on va voir comment il va défendre. On parlait tout à l'heure de cette paire de centres qui va venir. Ils vont beaucoup nous déplacer, ils vont mettre beaucoup de rythme. Je pense que Finn Russell, il va jouer tous les ballons. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait nous de notre pack ? Est-ce qu'on fait un pack massif avec Meafou, mais à qui on va demander beaucoup d'intensité de course ? Est-ce que Meafou est capable d'avoir ces courses-là ? Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on fasse un Guillard Olivon qui va être beaucoup plus coureur ? Je pense qu'il faut qu'on ait une équipe qui, contrairement aux Italiens qui avaient envie de nous prendre devant, il va falloir qu'on ait une équipe qui a envie de se déplacer, qui va avoir envie de courir, parce qu'il va y avoir des longues séquences. Après, évidemment, Arthur en parlait, je pense que devant, si on les prend devant, on peut leur faire mal, on peut les épuiser, mais c'est une équipe qui va nous proposer un rugby qu'on n'a pas encore vu depuis le début du tour à destination, avec beaucoup de rythme, beaucoup de temps de jeu, et des lancements autour de Finn Russell qui peut être totalement imprévisible. Je pense que c'est vraiment un gros test qui attend les Bleus samedi après-midi. Justement, Julien t'en parlait, on vous a demandé alors à Arthur et Julien vos compos pour ce choc de la 4e journée du tournoi Destination, donc Écosse-France. Julien, toi ta compo, on va la voir, tu fais quelques changements, et notamment devant,
ou tu modifies quelques petits trucs quand même? Donc tu gardes, tu remets Ramos en 15, tu mets la paire de centre de Porter, Bro-Boiry en 12, Bielbarré ne bouge pas, et tu mets Leninouchi en 8, et tu fais passer Olivo en 4 à la place de Thibaut Flamand. Non, dans le sens où je pense qu'il faut courir, je pense qu'au niveau, dans cette capacité qu'on a à avoir 4 ou 5 troisième lignes, alors là j'ai laissé Meafou, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Je pense qu'au niveau, on va nous apporter des qualités de course autres que Flamand, et je pense que Flamand peut finir le match. J'ai du mal à enlever Bro-Boiry de cette équipe-là après ce qu'il a fait sur les 2 premières journées. Donc je pense que Bro-Boiry en 12, j'aurais bien aimé peut-être un Moefana Bro-Boiry. Et après, alors c'est ma petite. Je trouve que Nouchi apporte plus que Jelonch en termes de 8. Alors après, encore une fois, Jelonch apporte des choses exceptionnelles à cette équipe de France, parce que c'est finalement lui le tour de deuxième ligne qui plaque, et qui sécurise les rucks. Mais dans ce jeu où je pense qu'il va falloir beaucoup courir, beaucoup jouer, je pense que Nouchi peut apporter dans la ligne de 3/4 avec sa vitesse, avec sa qualité de main, dans cette capacité qu'il peut aller jouer autour de la zone de Finn Russell. Voilà, je pense que Nouchi peut être un joueur important dans cet après-midi-là où il va falloir que l'équipe de France fasse autre chose que ce qu'elle a pu faire depuis le début du tournoi. Leninouchi qui, on peut aussi imaginer, Arthur, qu'il profite aussi du travail de sape d'Anthony Gelon sur les 60-70 premières minutes, où il tape, il répète les efforts, où c'est quand même une brique qui arrive lancée, et derrière Leninouchi peut profiter peut-être des espaces dans la défense adverse. Bien sûr, et puis en plus, il y a plusieurs gros porteurs. Julien a mis, j'ai fait la même chose, Meafou aussi. On va voir ta compo d'ailleurs, vas-y, enchaîne Arthur. Julien a mis Meafou en 5 et j'ai fait le même choix, par contre, de mettre Flamand aussi, parce que je trouve que Flamand, c'est difficile de se passer du meilleur 4 du monde en ce moment. Mais je comprends la nécessité d'avoir un gros coureur qui est tout le temps en soutien. Après, vu les entrées qu'a fait Nouchi, j'étais un peu circonspect, même si je doutais pas du talent du joueur, mais j'étais un peu circonspect de voir la complémentarité entre les profils. Et là, pour le coup, j'hésitais plus à remplacer Kroos par Jelon pour avoir quand même ce troisième ligne qui est dur au mal, qui va plaquer et puis qui va rien faire d'autre que prendre les mecs aux chevilles et mettre des gros tampons. Je garde François Kroos parce qu'il y a cet esprit leader aussi et cet esprit indispensable, et on sait qu'il peut jouer les 80 minutes sans problème, mais du coup je me pose la question de l'apport de Jelon. Est-ce qu'on le met sur le banc? Quand est-ce qu'on le fait rentrer? Vient cette question là. Après, pour la paire de centre, là où je suis pas trop d'accord avec Julien, c'est que je me disais que c'était la meilleure solution pour ce match là, c'était de densifier justement ce poste de 12 où on sait que ça va taper très très fort avec Tupulotu, qui est capable d'alterner sans problème. C'est un joueur qui est très dense mais qui est aussi capable de faire des passes dans le dos. Il fait beaucoup ça si on les voit jouer. Donc je me dis que c'est le moment parfait pour 2-1 avoir la complémentarité Moefana de Porter, et en plus densifier ce centre du terrain où justement c'est le moment où il va pas falloir avoir de brèche. Voilà. Après j'ai fait un choix un peu plus... Tu fais un choix également sur le pilier. Oui, voilà. Voilà. On en parle ou... On peut en parler avec plaisir. Alors, je tiens à dire d'abord que je ne pense pas que Galtier va faire ça. On disait que c'était notre compo idéal. Évidemment. En fait, le problème que j'ai, c'est avec Dorian Aldeguerri. Pas perso, c'est bien en tant que joueur, évidemment. En fait, je trouve que Dorian Aldeguerri, même s'il fait 8 plaquages pour le dernier match destination contre l'Italie, on compte sur sa capacité à tenir en mêlée. C'est pour ça qu'il est titularisé en grande partie. On parlait aussi de la complémentarité, la poussée dans l'axe droit de la mêlée avec Meafou. Ok, ça j'entends. Le problème, c'est que je trouve que, pour avoir vu le premier match contre l'Irlande, j'étais au stade et j'ai fait une fixette sur lui et me demandais pas pourquoi. Je trouve que dans la répétition des tâches, qu'elles soient défensives, offensives, des soutiens, je trouve ça encore insuffisant. Après, effectivement, il tient la mêlée, mais contre l'Italie, qui est certes la meilleure mêlée du tournoi à destination, il a été en galère, donc si on a pu ce truc-là lui mettre à son crédit, qu'est-ce qui reste en fait? Alors pourquoi j'ai mis Denis Priso, ça c'est une autre histoire, et quand on se refait la liste des piliers droits, et j'entends que certains ne veuillent pas mettre Denis Priso, j'entends tout à fait, mais après Dorian Aldeguerri, on a qui est plutôt un pilier gauche. Voilà, qui est plutôt un pilier gauche. Voilà, c'est ce qu'on explique. Le match à droite, Priso il en a fait 3 ou 4. 3 ou 4, ouais, je crois. Cette saison, il en a fait 3 ou 4, il me semble, un truc comme ça. Je vois ton regard, Julien. Tu s'en fiche, c'est pas lui qui pousse, donc il envoie qui veut dans la fosse. Ça va. Non, mais en fait, derrière, on a souvent parlé de ce problème de pilier droit en équipe de France, mais
En fait, derrière, si on regarde, on a qui Bamba qui vient d'être appelé. On a Laclaya. Bamba, je pense qu'il n'a pas le niveau international, même si c'est un pilier très mobile. On est encore sur une problème de tenue en mêlée, justement. Si on prend Laclaya, on a un profil qui, bon, c'est pas le même profil que Dorian Aldeguerri, pas du tout, mais au niveau de la répétition des efforts, je suis un peu circonspect aussi. Et donc derrière, il reste qui Dani Priso, qui là, pour le coup, est hyper actif pendant les rencontres. Certes, il n'y a pas cette expérience au poste de pilier droit, mais il y a quand même cette capacité à aller gratter des ballons au sol, à pouvoir résister sur la ligne d'avantage, à gagner les collisions offensivement, défensivement, qui je trouve est très intéressant. Il a 18 sélections en bleu, si je ne me trompe pas, Dani Priso. Il a 32 ans, c'est un joueur qui a de l'expérience quand même. Au niveau international, pas tant, mais pour moi, c'est peut-être pas la meilleure solution. J'attends vos avis après. Mais voilà, c'est ce que j'ai choisi. Julien, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que Dorian Aldeguerri profite du vide abyssal qu'on a non, à il n'est droite ? pas d'accord. Je pense que tu t'improvises pas pilier droit comme ça au niveau international en claquant des doigts en début de semaine. Après, j'entends les arguments d'Arthur. Hein. Je pense qu'on est dur avec Dorian Aldeguerri. Je pense que les Italiens ont triché. Pour avoir discuté un peu avec les spécialistes de mêlée, il paraît que Nico Terra, c'est une bûche qui est imbougeable et que le gaucher italien a profité de ça pour faire mal à Aldeguerri. Et d'ailleurs, on le voit un moment râler parce que je pense que les Italiens ont triché en mêlée. Voilà, oui, on sait que c'est notre petite lacune. Je trouve qu'il s'y envoie à Dorian. Alors oui, c'est sûr que déjà le problème c'est qu'avec ce maillot trop gras, ça lui porte pas. Le maillot jusqu'à mi-cuisse. Pas flatteur déjà sur le match. On a le maillot qui sort du short, on a l'impression qu'il est à l'agonie dès le premier quart d'heure. Mais je reste persuadé que ça reste à droite pour le coup aujourd'hui encore sur 50 minutes notre meilleure alternative et que avec la blessure de Massa. Arthur en a parlé d'Emba Bamba, Montagne. Avec la blessure T'aurais mis Montagne à la place d'Aldeguerri s'il était disponible, Julien ? Moi, je pense que j'aurais laissé Montagne. Tu l'as envoyé au casse-pipe 3 semaines en novembre. Tu te dis que tu as dit ouais, le pauvre, il était en Pro D2 il y a à peine 6 mois. Eh ben laisse-lui sa chance. Tu vas souffrir, mais laisse-le apprendre à ce niveau-là. Et après, tu fais rentrer Aldeguerri sur la demi-heure. Je trouve que c'est très dur pour Montagne. Alors là, il est blessé en plus. Tatafou, il n'est pas là. Pemba n'est pas là. Laclaya, on ne sait pas ce qu'il en est. Voilà. Je trouve que c'est dur pour Montagne. Tu l'as fait jouer en novembre. Tu lui as dit qu'il n'avait pas d'expérience. Tu as voulu lui en donner. Je trouve ça cruel sur ce tournoi-là de mettre Aldeguerri. Après, je comprends leur argument de l'axe droit, de l'alliance des Toulousains, de cette complémentarité qu'ils ont. Mais voilà, je suis d'accord avec Arthur, je suis pas sûr qu'on puisse être champion du monde avec Dorian Aldeguerri. Par contre, à noter, Julien, que sur le dernier match, Fabien Galtier a même sorti Montagne des 23 et c'était Georges-Henri Colombe qui était devenu remplaçant. Donc ça montre aussi que au-delà même d'être titulaire, il l'avait même carrément sorti pour finir le match contre la mêlée italienne. Donc là-dessus, il y a peut-être des inquiétudes au niveau du staff des Bleus. Toi, Stéphane, au niveau du 15 que tu aimerais voir contre l'Écosse, est-ce que tu es plutôt d'accord avec Arthur, avec Julien ? Je vais t'interroger sur la paire de centre, pas sur le pilier droit. Je ne fais pas offense. Hein. Non, même si les maillots trop grands, t'as connu. Ouais, ça j'ai bien connu. Non, toi, la paire de centre, tu serais plutôt sur une paire bordelaise, paloise ou un mix des deux ? Plutôt bordelaise pour l'instant. Ouais. Moi, Fana de Porter, c'est du solide et en vrai, je suis d'accord avec Arthur. Je pense qu'il peut y avoir une bonne complémentarité et ça peut envoyer du jeu terrible et c'est ce qu'il va falloir faire face aux Écossais. Il va falloir faire un gros match devant pour réussir à mettre nos 3 quarts dans le confort et je pense que la compo d'Arthur me plaît un peu plus que celle de Julien. Mais pourtant... même si Priso, je pense qu'il peut être très bien utilisé en tant qu'impact player sur un remplaçant, tu vois. Ouais. Et je pense que là-dessus, il peut vraiment être encore mieux utilisé que quand il commence un match. En tout cas, tu es d'accord avec les deux ou pour toi, Leninouchi devrait commencer selon toi, enfin, t'aimerais qu'il commence en 8 pour voir ce que ça donne aussi, quoi. Ouais, franchement. Et puis depuis, il prouve et
Bah, il est incontestable. Moi, pour info, je n'ai rien changé de la compo contre l'Italie. Voilà, pour moi, c'est avec ce même 15 que tu dois partir. Pour moi, le fait d'avoir Guillard, Olivon sur le banc, ça t'offre des possibilités en deuxième, troisième ligne. Juste, Guillard doit rentrer bien plus tôt et pas rentrer à la 70e ou 73e minute. Il doit rentrer bien plus tôt pour. Je remets Jalibert, évidemment. Je veux dire, Non mais moi je me suis planté. Mais ce que je veux dire c'est que Jalibert titulaire évidemment. Mais par contre je pars avec la paire paloise au centre pour moi, il y a deux raisons qui l'expliquent. Ils ont protégé la paire paloise pour cette journée de top 14 qui était la 18e journée. De Porter n'a pas rejoué depuis sa blessure. Moefana, lui, est rentré. Il a joué 35 minutes à peu près, mais il est rentré. Et donc, je pense que remettre un Nicolas De Porter après 3 semaines, quasiment un mois de coupure, contre ce qui se fait peut-être de mieux sur la paire de centre, vous l'avez bien dit, entre Hugh Jones et Tupiloutou, c'est peut-être pas un cadeau, même si ça peut très bien travailler avec Moefana et Jalibert parce que les mecs jouent ensemble en club, ce sera pas cadeau. Ouais, mais est-ce que c'est justement un mois de coupure, ça fait du bien aussi de temps en temps, hein. Ouais, mais je pense que contre ces équipes-là, parfois le rythme. Je sais pas. Moi, après, je suis monté dans le train Fabien Broboiré avant même qu'il ait une sélection. Donc, de toute façon, je manque d'objectivité là-dessus. Le mec est toujours à 100% en 2 matchs, 100% au plaquage. On verra quand est-ce que ça s'arrêtera. Le programme de cette 4e journée du tournoi Destination, ça commencera vendredi soir avec à 21h Irlande, Pays de Galles. Donc, samedi 15h10 Écosse-France et Italie-Angleterre pour terminer. Rapidement, messieurs, est-ce qu'on voit l'Irlande battre le Pays de Galles et qui vous voyez gagner entre l'Italie et l'Angleterre? Stéphane, toi tu vois victoire de l'Irlande et victoire de l'Irlande et victoire de l'Italie, tiens. La surprise? Ouais. Ok. Bon, pas tant une surprise. Non, que non, ça, non, mais je veux dire, l'Angleterre continue de couler, quoi. Ouais, je pense. Ouais, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est Arthur, toi? Irlande, Pays de Galles sans suspense, je pense que l'Irlande va se rassurer encore un peu plus. Par contre, Italie-Angleterre, moi je verrais plutôt une victoire de l'Angleterre courte, mais l'Angleterre qui a besoin forcément de se rassurer avant la fin du tournoi et avant ce match chez nous, et qui va aller essayer de concasser les Italiens. J'ai bien essayé parce que c'est pas facile, avec sa 3e ligne de chien. Voilà, victoire de l'Angleterre et bonus défensif pour l'Italie. Julien, toi tu vois une victoire de qui du coup? Du Pays de Galles, évidemment. Grosse cote. Des Irlandais, je pense que ça va. Grosse cote, je pense que. Mais non, mais le Italie-Angleterre, honnêtement, moi je suis séduit par ce que font les Italiens depuis le début du tournoi. Ouais, c'est fort. Je les ai trouvés bons en Irlande, je les ai trouvés bons en France, et je pense que s'ils ont un ou deux gros porteurs de balles dans leur effectif contre nous, ils peuvent nous faire encore plus mal. Alors après, c'est un peu téléphoné, les lancements de jeu autour de Garbici toujours. Mais voilà, avec le retour de Brecht peut-être, je trouve que voilà, cette équipe, elle est plaisante, elle monte en puissance. Et je pense qu'elle peut embêter les Anglais qui sont arrivés plein d'ambition dans ce tournoi en disant on va disputer le Grand Chelem en France, et qui sont aujourd'hui avec 2 défaites et qui se disent ils vont en Italie sans la garantie de s'imposer. C'est quand même un tournoi loin des espoirs pour les Anglais. Mais ils seront quand même toujours là pour nous enquiquiner dans une semaine au Stade de France. Oh là là, j'en ai aucun doute. Évidemment, le samedi 14 mars à 21h à vivre évidemment sur RMC. Petit œil sur le classement du coup, parce que actuellement en effet c'est les 2 premiers qui s'affrontent. France 15 points, Écosse 11 points, et ensuite donc l'Irlande 9 points, et 4e et 5e l'Angleterre. C'est à dire que si l'Italie bat l'Angleterre, l'Angleterre serait avant-dernière de ce tournoi destination, en effet bien loin de la série de 11 ou 12 victoires de suite qu'ont connu les hommes de Jan Borswick. Messieurs, nous allons faire une petite tier list spéciale rugby à 7. C'est simple. Nous avons plusieurs catégories. Nous avons donc champion olympique, injouable, passe-partout ou pas la caisse. Je vais vous proposer plusieurs noms de joueurs. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer avec Bryan Habana. On le met où? On le met champion olympique, injouable, passe-partout ou pas la caisse? On a le droit de mettre combien de champions olympiques? Ouais, parce que. Allez, on les limite à. Vu la liste, on les limite à 3. Parce qu'il y a quand même des beaux noms. Ouais. Après, Habana, il a fait du rugby à 7 aussi, hein. C'est pour ça. Ouais. Du coup, c'est que des joueurs qui ont joué à 15 et à 7. Donc, il a fait du rugby à 7, mais il n'a pas été champion olympique. Donc, tu le mets injouable? Passe-partout? Ouais, non, pas passe-partout quand même, on va le respecter quand même. C'est Bryan. Ouais. Allez, injouable. Ouais, Hop, injouable. Virimi Vakatawa, que tu as bien connu. Quel joueur. Pas champion olympique non plus. Pas champion olympique, mais lui, il mériterait
Il a commencé à jouer en Super Rugby d'ailleurs. Ouais, exactement. Katawa. C'est le joueur le plus fort avec lequel tu as joué, Stéphane? Je le mets presque pareil que Tavité Veredamou. Ok. Tavité, je le trouvais beaucoup plus complet et alors moins spécifique que Vacat, mais ouais, non, Vacat c'était un monstre offensivement, sauf que Tavité offensivement il était incroyable, défensivement il te tuait des mecs. Franchement, il te les trucidait, c'était incroyable. Et à chaque fois qu'on faisait des oppos, il était raisonné contre nous. Là où nous, on y allait fort, tu vois. Il se raisonnait, c'était assez drôle. Moi, du coup, on le met où, Vakatawa? Vacat, champion olympique, il est monstrueux. En fait, si on mélange le 7 et le 15, c'est vrai qu'il n'était pas dans la bonne période de l'équipe de France. Pour les deux. Ouais, pour les deux, au final, ouais. Mais sinon, au niveau du joueur, s'il n'y a pas de. Allez, champion olympique. Vu les noms qu'il y a derrière, ça va être marrant. Guad Cooper, messieurs. Oh là là, le magicien. Guad Cooper, on le met quoi? On le met pas la caisse. Il tient sur rugby à 7, tu penses? Bah, il a fait. Hein. Ouais, je sais, mais est-ce qu'il a la caisse pour tenir? Il n'a pas fait de magie à 7. Je suis très déçu. C'est un joueur que j'adore, que j'admire de fou, et qui a une élégance quand il joue incroyable. Mais à 7, ça a pas trop matché. Ok, bon, du coup. Vas-y, Julien, pardon. Pas la caisse. Jean Frisson, je suis d'accord, c'est joueur. Guad Cooper, pas la caisse. Teddy Thomas. Il a fait du 7, Teddy Thomas, alors. Ouais, mais il a fait du 7. Il souffle. Là, il est en train de se dire, je vais me fâcher avec des copains. Après, il faut être honnête. À 7, on demande aussi aux joueurs de défendre. On est d'accord? Voilà. Ouais. Donc, quoi, pas la caisse ou pas passe partout? Vous avez la réponse. Non, alors, si on met Cooper en pas la caisse, tout le respect pour Teddy Thomas est très bon en ce moment. Mais... Allez, pas la caisse. Voilà. John Alomou. Pas la caisse. T'es fou, quoi. Grosse caisse. Très grosse caisse. Allez, champion olympique, là, on bataille pas. On bataille pas? Allez, on le met tout là-haut. T'es d'accord, Julien? Ah oui. Allez. Tu m'as fait peur, t'as mis un petit temps avant de répondre. Non. Gabin Villière. Gabin, il a été monstrueux. Avec vous, ouais. À 7, il a été très fort. Il a fait un tournoi monstrueux avec vous, plusieurs tournois, ouais. On le met injouable. Rester debout et tout. Il défend, lui, il aime bien, en plus. Ouais, franchement, injouable, très très bon. Ouais. Allez. Au sol aussi. Gabin, Villière, injouable à côté d'Abana, c'est pas mal, c'est intéressant. Je vais avancer un peu, on va faire du Colby. Colby. Oh, qu'est-ce qu'on fait de Colby? Sachant qu'il reste une place pour champion olympique. Champion olympique, ouais. Exceptionnel. Vous mettez champion olympique? Ah ouais. Allez. Il reste qu'une place pour les champions. Qu'une place pour champion olympique. Mais on sait pas qui reste encore. Moi, je peux vous dire qu'il reste une place. Réfléchissez bien. Il va y avoir des moments gênants. Tu peux pas le mettre. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'on peut en retirer un et en remettre un autre? Tu veux vérifier? Tu veux redescendre Vakatawa? On va virer Vakatawa. Ouais, on redescend injouable? On le descend un peu. Le mou, ça c'est sûr. Antoine Dupont. Oh là là, c'est dur. Vu le nombre de places qui restent, c'est dur. Bah non, mais champion. Ok. Champion. Palmarès, le niveau, le tout, à 7, à 15. Bon, là, je vais faire en sorte que Stéphane reparte avec des copains. Aaron Grandidier. Allez, on t'écoute. Aaron, il est. Pour moi, il est. Déjà, il a pas la caisse. mais franchement, à 7, il est. Franchement, moi, je le mettrais dans injouable. Injouable? Ouais. Okay. Si ce n'est champion olympique, parce que forcément, il est champion olympique. Bien sûr, actuellement. Bien sûr. Et c'était un monstre au niveau rugby à 7. Il a fait des tournois aussi où il est passé à côté cette année-là aussi en 2024. Il a fait un tournoi de champion olympique juste monstrueux. Mais il est injouable. Franchement, il est injouable. J'ai 4 noms un peu marrants encore à vous donner. Un petit Hardy Savea qui est passé par le 7 également. Hardy Savea. Qu'est-ce qu'on fait d'Hardy Savea? À 15, je pense qu'il n'y a pas de discussion possible, mais à 7, je ne sais pas s'il était si bon que ça au final. Je sais pas, tu l'as joué toi? Un coup de main. Ouais. Est-ce que tu as ramassé? C'est ça la question. Ouais, en plus à Wellington, en Nouvelle-Zélande. C'est pas cadeau. Mais qu'il a ramassé. Ça veut dire qu'il a ramassé. On a ramassé et on faisait que les regarder jouer, c'était incroyable. Mais je pense que sur le long terme, en fait, un nouveau joueur de rugby à 15 qui vient au rugby à 7,
il y a tous les adversaires qui le connaissent pas, qui connaissent pas trop ses qualités, etc. Donc il y a toujours un moment où il excelle, il surprend les autres, et à un moment donné, l'adversaire va le savoir et son vis-à-vis commence un peu à le neutraliser. Et je pense que ça aurait pu être le cas pour Hardy Saver. Donc allez, passe partout. Non, quand même pas, putain. Injouable. Un petit injouable, ouais. Allez, injouable, un petit c'est pas mal. injouable. Allez, 2 derniers noms. Je vais commencer par Semi Radradra. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait du Fidjien Semi Radradra? Des noms qui nous font rêver là. Ah, mais c'est chiant, putain. Typiquement. Là, j'ai quasiment plus de place dans ma tier list au niveau d'injouable là, donc allez, si, on va pouvoir faire de la place. Magnifique, Voilà. magicien. J'ai un peu dézoomé volontairement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, on le met dans injouable. Et tu l'as joué aussi, Semi Radradra. Oui. C'est que des noms quasiment que tu as joué. Alors à part Jonalomou, mais sinon c'est que des mecs que tu as surtout affrontés. à l'époque où on était mauvais, on était nuls, et ça, c'est des mecs qui nous roulaient dessus, tu vois. D'accord. Mais après. Toi qui n'avais ça- pas la caisse à l'époque, quoi. Ouais, bah total. Non, Bon, du coup, injouable, c'est bien. Injouable aussi, ouais. Et peut-être celui qui a en tout cas souvent cité dans les joueurs les plus dangereux à 15, à 7 c'était pareil, Tuisova. Ah. Moins. Ok. Bah, il faisait une action 2 max, Tu l'étais cramé après. puis après il était Allez, cramé, mais... Tuisova, pas la caisse. Non, c'est qui le joueur le plus fort contre qui t'es joué où tu t'es dit putain, chaque fois qu'il est là sur le terrain, c'est des valises quoi. C'est bon, il y en a eu pas mal, hein. Jerry Touay Je déjà. pense que dans la tier list, t'aurais mis Vainicolo là. Le Vainicolo qui a lieu Ouais, en ce moment là. Vainicolo, Il y était. Nicolo, il est pas mal. On n'avait pas le temps. On avait également Kinan et Cordero. Ouais. Donc voilà pour compléter la tier list. Ah ouais. Toi tu disais le joueur le plus fort donc. Jerry Touay, un magicien. Vraiment un magicien, un mec trop dur à. Quand t'étais 2 face à lui, il arrivait à passer entre les deux sans que tu le touches. T'imagines? C'était juste incroyable. Ballon à une main, toujours. Ouais, exactement. Ouais. Puis Une sensation de facilité, quoi. Ouais, et puis tu sais, il rebondit, c'est incroyable. C'est pénible. Ouais, c'est très très chiant. Bon messieurs, je vais vous proposer un petit quiz pour finir. Évidemment, je sais que Julien attend ça avec impatience. Il reste sur 100% de défaite, Julien Landry. Je vais Alors, humilier la dernière fois. je vais vous faire un petit qui je suis. Je vais vous donner quelques indications. Vous allez devoir me dire de qui il s'agit. Je vais commencer. Je suis né à Crènefontaine en 93. Je débute aux Stormers. Puis je décide de rejoindre l'Europe où je remplis l'armoire à trophées avec 2 boucliers de Brennus du côté de Toulouse. Puis un départ un peu dans la complication Colby, du côté de Toulon. Ouais. Colby. Colby, exactement. Colby. Un point pour Arthur Jean. C'est tout. Voilà. Et Toulouse. Né à Vire en 95, je débute à Gabin Villiers. C'est rapide. Ah, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont en Normandie, c'est pour ça que je me permets de. C'est beau. C'est rapide. Né à Suva en 92, j'ai joué à 24. 7, 13, 15 en France. J'ai joué pour Toulon, l'UBB ou encore le Loup, mais également du côté de Bristol en Angleterre. Je suis parti du côté du Japon depuis la dernière intersaison. Radra. Je suis Radradra, non Radradra. Tu l'avais dit, non? Non, j'ai dit 24. Ah putain, ok. Aïe aïe aïe. Je suis né à Lannemezan en 96. Je débute à Magnoac, puis à Auch, Castres, Toulouse, champion olympique, multiple. Dupont. Antoine. Dupont, évidemment, Julien Landry, Stéphane Parez qui n'est pas du tout au rendez-vous. Non, pas du Je suis né à Paris en 94. Je débute au PUC, puis au Racing 92, bascule C'est vers moi. Stéphane pareil. Stéphane Parez, il C'est un s'est point. trouvé lui-même. Il s'est Ouais. trouvé, bravo. Tu as 373 sélections quand même. Bah apparemment. Ouais. Est-ce que l'objectif des 400, ça te trotte ou tu t'en fiches? Oh, je m'en fous. Bon, tant pis, j'aurai pas de reprise pour moi. Moi qui cherchais une reprise. Né à Londres en 2000, formation à Brive et peu de matchs Grandidier. en pro. Aaron Grandidier, exactement. Et un dernier pour finir. Je suis né à Wellington en 93, début à la franchise des Hurricanes. Je joue cadre à la fois à 7 et à 15. Actuellement, je suis au Moana Pacifica. Je suis Hardy Saver. Hardy Saver, évidemment. Oh, Vous l'auriez oui, compris, oui. je me suis pas foulé. C'est clair. J'ai pris Les les noms disaient joueurs quelque de chose, la ouais. tier list. Et oui, évidemment. Contrôle-C, Et évidemment, je prends exemple sur Florian. Hein. Il m'a dit, tu en fais le moins possible, tu vas voir, ça cartonne. Donc voilà. Merci beaucoup, Stéphane Parez. Du coup,
coup, on te souhaite plein de bonnes choses. Est-ce que tu vas partir un peu sur le circuit, voir les copains sur certaines épreuves, ou tu restes bien au chaud à la maison pour la rééducation? Non, là, ils partent loin. Ils sont à Vancouver, et puis après New York, et le dernier que je loupe, c'est Hong Kong. Ça fait loin quand même. Ouais, ça fait loin. Mais Ouais, c'est des déplacements que tu aurais aimé faire, évidemment. mais clairement. Franchement, New York, si j'avais mon kiné qui pouvait me suivre. C'est pas la première à New York, si, non? Si, c'est la première. New York, ouais. Avant, c'était à Los Angeles. Ouais, c'est ça. Et là, cette année, c'est à New York. Où ça, peut être sympa. dans le stade qui va accueillir. C'est un stade qui est pas très loin de Manhattan. D'accord, c'est le Metcalfe Stadium, je pense, le gros je sais stade, plus. peut-être, potentiellement. En tout cas, ça va être sympa à New York. Je pense que pour le coup, je pense que ça peut être chouette. Ça peut être assez chouette au Ouais. niveau de. Parce que le rugby à 7, il faut dire, il y a plein d'engouement dans les tribunes, et je pense que les New-Yorkais peuvent jouer le jeu. En tout cas, on te souhaite une bonne rééducation, évidemment. Merci. D'être passé nous voir du côté de Mêlée Ouverte. C'était un grand plaisir de t'avoir. Merci à Arthur Jean. Avec plaisir, merci à toi. Grand vainqueur de ce quiz, évidemment. Merci Julien Landry, grand perdant de ce quiz, évidemment. Merci à tous. Vous retrouverez Florian la semaine prochaine dans Mêlée Ouverte sur la chaîne YouTube d'RMC Sport. Bonne semaine à tous.